2013 après Jésus-Christ, les terres de la Gaule sont désormais dotées d'un système économique nommé le capitalisme. La démocratie prédomine certes, mais la liberté apparaît comme une valeur symbolique dérisoire au sein d'une société où le pouvoir d'achat et l'emploi traversent une crise sans précédent. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Pour endiguer l'avancée du chômage et des inégalités, la Gaule s'est dotée d'un président autant à gauche que ses deux mains. La culture s'effondre. L'Empire américain abreuve le monde de remakes, reboots, spin-offs, prequels, sequels, entrequels, plus tous les films qui sont un peu toute cette merde à la fois. YouTube a vu émerger bon nombre d'analystes, des scribes, se passionnant tous pour les films du présent. Tous, non. Car quelque part en Armorique, un analyste résiste à l'envahisseur en redonnant la vie à des œuvres du passé, des œuvres parfois méconnues, des œuvres parfois oubliées, mais des œuvres sans qui le présent ne serait pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui. Découvrez maintenant un nouveau chapitre de son histoire. I knew that I would. Banging it out. Church. Church. Come on, say it. Church. Sing it with me. Come on. Church. Everybody, come on. Church. Jusqu'à nouvel ordre. Ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Les trucs pointus là. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, j'ai vu les choses en grand. Après avoir siroté un fond de gourde de la célèbre potion magique de Panoramix, me voici en forme pour attaquer un très gros hit de cette année 2002. Notre film du jour est actuellement le 4e plus grand succès d'une œuvre française sur le sol national. Un carton incroyable, exceptionnel. Pour certains, la meilleure adaptation de la BD Astérix. Pour d'autres, la comédie cinématographique française de la décennie 2000. Là où tout le monde est d'accord, c'est pour dire qu'il s'agit d'un des films les plus importants de 2002. Aujourd'hui au programme donc, vous l'avez reconnu, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, sorti en France le 30 janvier 2002 et réalisé par Alain Chabat qui signe avec ce film son second long métrage après Didier en 1997, qui, rappelons-le, avait obtenu le César du meilleur premier film. Alors aujourd'hui, vous vous en doutez bien, on a beaucoup de choses à retracer, beaucoup d'éléments sur lesquels revenir. Donc si vous ne connaissez pas encore le principe de la chaîne, je dresse l'historique de l'œuvre étudiée en revenant sur ses origines et en explorant un peu tout ce qui a pu amener notre film étudié à voir le jour. Tout ceci devant évidemment me servir d'appui lorsque j'attaquerai l'analyse stricto sensus de celui-ci. Prenez une gorgée de potion magique et partout à tisse, embarquons dans un voyage temporel sur les traces d'une œuvre unique. 1959, Albert Uderzo, dessinateur, et René Goscinny, scénariste, passent un contrat avec Radio Luxembourg afin de réaliser une série de bandes dessinées qui sera publiée périodiquement dans un magazine nommé Pilote. Après plusieurs rétractations, les deux amis et collègues imaginent l'histoire d'un petit Gaulois courageux luttant contre l'oppression des Romains qui veulent prendre le pouvoir sur un village d'Armorique, dernier bastion qui échappe encore au contrôle des envahisseurs. L'idée plaît et Astérix le Gaulois figure ainsi dans le numéro 1 de Pilote, publié précisément le 29 octobre 1959. C'est le début de l'aventure Astérix, une aventure de plus de 50 ans aujourd'hui, qui a vu la création de 34 albums, 9 dessins animés, notamment un que nous allons évoquer dans cette vidéo, 4 longs métrages cinématographiques, une quinzaine de jeux vidéo sortis sur quasiment toutes les consoles de salon, de l'Atari 2600 à la Xbox 360, et également, ne l'oublions pas, d'un parc d'attractions qui accueille plus d'1,5 million de visiteurs chaque année. Revenons en 1959. Le succès d'Astérix va très vite grimper. La star de Pilote est de plus en plus sollicitée, comme ses deux principaux auteurs, Uderzo et Goscinny. Les albums des différentes bandes dessinées et épisodes de la série commencent à être publiés dès le début des années 60. Le phénomène Astérix s'installe, le petit personnage devient la mascotte de la France sous les 30 Glorieuses. Plus qu'une mascotte, on peut même parler de véritable icône. Les États-Unis ont leurs comic books, Superman, Batman, depuis les années 30,
La Belgique a son Tintin depuis la fin des années 20, et bien désormais, la France a Astérix. La fièvre est lancée, elle ne cessera plus. La Serpe d'Or, Astérix et les Goths, Astérix Gladiateur et le Tour de Gaulle d'Astérix sont publiés par la suite, faisant monter un peu plus la popularité d'un personnage hors du commun. L'une des particularités de la bande dessinée Astérix, c'est de faire toujours appel à des éléments du présent pour mettre en scène une histoire se déroulant dans le passé, que cela soit par des jeux de mots, des références précises ou subtiles, ou même parfois des caricatures, des expressions ou des mises en situation très significatives. Retenez bien ce point parce qu'il va nous servir tout à l'heure. Dans son ensemble, la bande dessinée Astérix peut être considérée comme une analyse comique, voire satirique, de l'évolution des mœurs au sein de la société, plus particulièrement la société française en l'occurrence. Astérix se rit ainsi du folklore, des traditions aussi bien des Français que des étrangers, en jouant notamment sur la perception que nous Français, nous faisons des étrangers, en accentuant outrageusement les idées reçues et les stéréotypes. Le 6e album, très attendu, entrera comme ses prédécesseurs dans le même moule. 1963, Hollywood sort en salle l'un de ses longs métrages les plus importants de tous les temps. Important à cause de la démesure auquel son nom est attaché. Budget affolant, 40 millions de dollars à l'époque, avec la mesure de l'inflation ça équivaudrait à environ 300 millions de dollars actuels. Tournage aux 1000 rebondissements, allant des multiples reconstructions du décor aux histoires sentimentales entre Elizabeth Taylor et Richard Burton. Un film d'une durée exceptionnelle de 4 heures, mise en scène par un Mankiewicz complètement dépassé. Je parle évidemment de Cléopâtre, l'événement cinématographique de l'année 1963, le film qui a mis la Fox en quasi-situation de banqueroute. On notera d'ailleurs que le président du studio, Spiros Kouras, démissionnera pour être remplacé par Daryl Zanuck. Bref, c'est le long métrage dont tout le monde parle et évidemment ça donnera des idées à nos deux compères français pour le nouvel épisode d'Astérix. Astérix et Cléopâtre, 6e aventure du Petit Gaulois, est d'abord publié dans le numéro 215 de Pilote à partir du mois de décembre 1963. L'album, lui, déboulera dans les kiosques en 1965. Édité à 100 000 exemplaires au moment de son lancement, rappelons que le premier épisode n'avait été édité qu'à seulement 6 000 exemplaires, Astérix et Cléopâtre rencontrera l'un des succès les plus importants de toute la série. Sur la seule année 1965, le 6e volet de la saga Astérix se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Un succès colossal qui ne fait qu'accroître un peu plus la notoriété et l'envergure d'Astérix, qui en plus désormais s'exporte partout à travers le monde. Astérix et Cléopâtre sera d'ailleurs au fil du temps considéré par les nombreux fans du Petit Gaulois comme l'une des meilleures bandes dessinées de toute la série. Une référence est donc née. Celui qui ose se frotter au jeu de l'adaptation peut risquer de se brûler les ailes. Ils seront deux à le faire, Alain Chabat et le studio Belle Vision. Car effectivement, à partir de 1967, le studio Belle Vision va s'attaquer aux aventures du Petit Gaulois. Alors, Belle Vision, c'est une société spécialisée dans la réalisation de bandes dessinées, implantée en Belgique depuis le milieu des années 50. Aujourd'hui, ce studio possède un fort rayonnement européen du fait des multiples adaptations qu'elle a pu proposer au fur et à mesure du temps. Des œuvres qui ont d'ailleurs permis d'une certaine façon de façonner en partie le célèbre rapport que la Belgique entretient avec la bande dessinée et le dessin animé. En 67, le studio réalise Astérix le Gaulois, première adaptation d'une très longue série de dessins animés qui débouleront au fil des époques jusqu'à nos jours et qui, notons-le, ne seront pas tous produits par Belle Vision. 1968, 3 ans seulement après la sortie de l'album Astérix et Cléopâtre, Belle Vision sort un dessin animé long métrage d'1 heure et quart intitulé sobrement Astérix et Cléopâtre. Le film sort chez nous le 19 décembre et du fait de la popularité du personnage, il obtient un succès conséquent, environ 2 millions d'entrées. Pour l'anecdote, ce second long métrage marchera mieux chez nous que des œuvres devenues cultes sorties la même année. La planète des singes, Le Lauréat, Bonnie and Clyde, Rosemary's Baby, l'affaire Thomas Crown, tout ça, c'est derrière Astérix. Les raisons de ce succès s'expliquent peut-être par la grande fidélité entretenue avec le support d'origine ou bien la qualité graphique du produit. Sans être un dessin animé exceptionnel, Astérix et Cléopâtre a le mérite d'avoir été réalisé intelligemment, d'une façon très conventionnelle, en suivant de près les pas de son modèle. Faut dire aussi que ce sont Uderzo et Goscinny qui ont supervisé la réalisation de ce dessin animé. Rien de très nouveau à l'horizon, si ce n'est un bon moment pour les petits comme les plus grands. Passé 1968,
Plus rien, enfin pour Astérix et Cléopâtre du moins, car Astérix va continuer ses aventures sur tous les supports qu'on a évoqués tout à l'heure. Ce qui nous amène en 1998, à l'époque où la première adaptation cinématographique d'une BD Astérix en film live sort en salle. Il s'agit d'Astérix et Obélix contre César. Alors, je vais pas remettre le nez au fond du sujet concernant ce film, d'autant plus que j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans une précédente vidéo qui lui était entièrement consacrée. On va juste se souvenir de quelques chiffres. Budget 42 millions d'euros, recettes monde plus de 100 millions de dollars, entrée France un peu moins de 9 millions, les chiffres sont plutôt bons et ce malgré des critiques prêchi-prêcha. Astérix et Obélix contre César, à cause de son aspect gentillet, fidèle mais pas marquant, a depuis été dans l'inconscient collectif complètement dévoré par l'envergure de Mission Cléopâtre. Car après un tel succès, 9 millions d'entrées, c'est quand même pas rien, il paraissait presque évident pour Claude Berry, détenteur des droits sur la franchise, de lancer la suite. Mais cette fois-ci, on change les cartes. Si le premier volet était le fruit d'une coproduction européenne, Claude Berry resserre les rangs en faisant appel à des partenaires principalement hexagonaux. Au-delà de cet aspect, il sera également décidé de confier la mise en scène du film à une personnalité artistiquement beaucoup plus en phase avec son temps que Claude Zidi, metteur en scène du premier volet. C'est ainsi qu'Alain Chabat entre dans la danse. Très vite, il est décidé enfin que le second épisode cinématographique de la saga Astérix sera une adaptation d'Astérix et Cléopâtre. Coïncidence ou pas, les deux premiers dessins animés Astérix étaient des adaptations respectives d'Astérix le Gaulois et d'Astérix et Cléopâtre, comme les films live 3 décennies après. Alain Chabat réunit autour de son projet une quantité exceptionnelle d'artistes et personnalités françaises provenant de tous les horizons. En plus des traditionnels Christian Clavier et Gérard Depardieu, nous pouvons voir se côtoyer Monica Bellucci et Jean-Paul Rouve, Édouard Baird et Dieudonné, sans oublier Jamel Debbouze, la véritable star du film. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est à l'image de Cléopâtre, le film de Mankiewicz, démesuré. Mais attention, démesuré sans tous les mauvais aspects qui ont précipité 40 ans plus tôt l'âge d'or hollywoodien au fond du trou. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre devient en 2002 le film français le plus cher de l'histoire. 50 millions d'euros. Il bat ainsi le précédent record détenu par Astérix et Obélix contre César. Son record à lui sera battu par Astérix aux Jeux Olympiques et ses 78 millions d'euros. Astérix, la franchise made in France de tous les records. Info ou intox. Jusqu'ici, le record n'était lié qu'au budget et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire le casting, le décor et les costumes. Avec Astérix Mission Cléopâtre, le record prend une autre saveur, celui du succès. Car le long métrage d'Alain Chabat sera un succès phénoménal. 14 millions et demi d'entrées sur le sol français. Il met une branlée d'office aux deux monstres archi attendus de cette année 2002, Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, qui, rappelons-le, avait dominé l'année 2001 en termes de succès au box-office en France. Faut pas oublier qu'en 2002, d'autres films, des challengers plus que sérieux au titre du plus gros succès de l'année, Star Wars épisode 2 ou Spider-Man, étaient là en alerte. Eh bien, aucun d'entre eux ne détrônera en France Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Aujourd'hui, au box-office français, ce dernier figure à la 8e place, juste derrière Autant en emporte le vent. Et si l'on compte que les films français présents dans cette même liste, il figure à la 4e place, derrière Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchable et La Grande Vadrouille, ce qui en fait un film nationalement légendaire. Car dès qu'on commence à prendre un peu plus de recul, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre souffre de la pathologie du comique français qui ne lui permet de ne cartonner qu'en France et pas à l'étranger, du fait de l'inexportabilité de son sujet et surtout de son humour. Astérix 2 récoltera plus de 110 millions de dollars de recettes partout à travers le monde, ce qui est déjà beaucoup, nous sommes d'accord, mais très peu au regard du succès qu'il a eu en France. L'humour français n'a pas su convaincre cette fois encore les étrangers, c'est le premier tout petit rikiki bémol de ce second volet de la saga Astérix. Vous me direz, on s'en fout au fond, que ça reste tout de même le film numéro 1 de l'année. Oui, personnellement, je m'en fous, le succès d'Astérix est incontestable, mais je pense que c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent nos voisins de notre boulot. Avant d'attaquer la critique, on rappellera juste qu'Astérix connaîtra deux autres adaptations après Mission Cléopâtre. Astérix aux Jeux Olympiques sorti en 2008, le film de la démesure non maîtrisée, l'inverse du deuxième épisode, une aberration totale, une purge pas possible, le viol anal d'une franchise qui venait pourtant d'atteindre un niveau intéressant. On aura, j'espère, l'occasion de revenir dessus un jour parce que là aussi on a des choses à dire. Astérix et Obélix au service de sa majesté, sorti en 2012, le retour manqué, disons plutôt pour caractériser celui-ci, moins tape à l'œil et prétentieux que son prédécesseur,
Plus fidèle, plus sage, plus drôle aussi dans une certaine mesure, ce 4e épisode est tout de même relativement poussif et peine à redonner à la saga cinématographique ses lettres de noblesse acquises en 2002 et perdues en 2008. Espérons maintenant que si 5e épisode il y a, réalisé selon la même stratégie que Mission Cléopâtre, il sera. D'ailleurs, c'est maintenant l'heure de se plonger dans notre film du jour. Aujourd'hui, on va tenter de démystifier Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Nous allons lui reconnaître des qualités, mais aussi mettre en évidence des défauts qui, dans l'euphorie du succès du film, ont eu tendance à être occultés. Donc ce message est à l'intention des gros trolls qui ne comprennent pas le français. Cette critique sera la plus objective possible. Donc si vous vous attendez à ce que je dise « Ouais frère, ce film, c'est trop de la bombe », retournez tout de suite jouer à la poupée. Nous allons observer d'emblée le long métrage d'Alain Chabat avec distance. Qu'est-ce qu'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre? Au-delà du fait qu'il s'agisse de la seconde adaptation de la BD Astérix et Cléopâtre, Mission Cléopâtre s'apparente surtout au réalignement d'une intrigue vieille de 40 ans. Réalignement, réarrangement en fonction de l'époque, de l'évolution de certaines tendances de la société, tendances liées notamment aux modes humoristiques françaises du moment. Émergence de l'humour Jamel, les Robin des Bois, on peut même y inclure les nuls, bref, l'humour Canal+. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'une des particularités de la BD Astérix qui était de détourner certains éléments du présent pour s'en moquer dans une intrigue se déroulant dans le passé, comme une sorte d'anachronisme humoristique. Eh bien, la première chose qui frappe aux yeux lorsqu'on découvre Mission Cléopâtre, c'est qu'il s'appuie exactement sur le même système. En jouant la carte de la parodie, du détournement multiréférentiel, ça passe de répliques sorties de longs métrages à succès comme Star Wars ou Titanic, Jurassic Park, Cyrano de Bergerac, etc., à certains repères de la consommation ou du quotidien à l'époque, comme le fameux Itinéris, Alain Chabat s'applique à lui-même une règle d'origine de la bande dessinée et en profite donc pour y intégrer des éléments de ses propres aspirations de metteur en scène et surtout d'humoriste. Sur le papier, l'idée est tout à fait honorable. Il n'y a que de cette façon-ci qu'une œuvre Astérix pouvait être dépoussiérée. Alors bien sûr, Mission Cléopâtre ne traversera pas les âges. Dans 35-40 ans, le coup d'Itinéris, ça fera plus rire grand monde parce que la blague ne sera plus liée à l'actualité. Ça parlera moins au public en 2050 qu'en 2002. Peut-être d'ailleurs que Mission Cléopâtre sera ringardisée, voire totalement kitsch. Malgré tout, il s'impose comme un témoin humoristique de son temps. On aime ou on n'aime pas la démarche, mais dans la mesure où elle respecte l'essence même de ce que la BD souhaitait constituer au départ, on peut au moins accorder ce crédit au film d'Alain Chabat. Maintenant, on va creuser un peu. Faire de Mission Cléopâtre une comédie en phase avec son temps s'appuyant sur une intrigue solide écrite 40 ans plus tôt, c'est bien beau, mais si surenchère il y a, abus dirais-je même, on ne parle plus de réappropriation, mais de dénaturation. Alain Chabat propose avec son Mission Cléopâtre un long métrage qui se veut moins franchouillard à la bonne franquette que le long métrage de Claude Zidi. Plutôt que de chercher à réinjecter dans son œuvre des éléments humoristiques de la bande dessinée sans en changer la forme pour garantir à son film l'exploitation internationale, Chabat resserre les rangs et livre un film beaucoup plus drôle, nettement plus personnel, aussi bien humoristiquement que visuellement. Mission Cléopâtre est cependant moins exportable, on repense aux chiffres de tout à l'heure, du fait de ses références made in France très pointues. Et là je repense de nouveau à l'exemple Itinéris. Alors jusqu'ici nous avons évoqué réajustement, réappropriation, une œuvre à l'humour resserré en phase avec les aspirations de son réalisateur, mais nous n'avons toujours pas quitté le seuil du papier et des intentions louables. Le résultat sur grand écran, lui, aussi impressionnant fut-il au box-office, est loin, très loin d'être parfait. Alain Chabat est un enfant de la télévision, tout droit issu de la maison Canal+. Ce tout petit point aurait pu paraître totalement innocent si Mission Cléopâtre n'avait pas été pensé comme un triomphe à la gloire des vedettes humoristiques de l'écurie Canal+. Les nuls, ici Alain Chabat et Chantal Lobby, la quasi-totalité de la troupe des Robin des Bois, Édouard Baird également, et surtout Jamel Debbouze qui se paye ici la plus grosse part du gâteau. Et là, nous allons attaquer les sujets qui fâchent. Astérix Mission Cléopâtre s'appuie presque totalement sur les ressorts comiques délivrés par Jamel Debbouze, à tel point que les gags dans lesquels il n'apparaît pas sont soit plus brefs, soit légèrement en dessous. Le problème c'est que si le public n'est pas sensible à l'humour de Jamel, le visionnage d'Astérix Mission Cléopâtre sera une véritable épreuve. Alain Chabat ne fait pas de demi-mesure, ça explique le succès du film, nous sommes d'accord. Rappelons tout de même qu'au début des années 2000, Jamel Debbouze fait partie de la nouvelle génération comique qui explose en France. Alain Chabat profite des tendances de l'époque, il profite du goût du public et articule son long métrage de sorte à maximiser les retombées commerciales. S'il refaisait exactement le même film aujourd'hui, 13 ans plus tard, en gardant le même casting, le succès serait probablement moins important qu'à l'époque. Alors oui, pour celui qui aime Jamel Debbouze,
Mission Cléopâtre est un film parfait. Sauf que pendant ce temps-là, une œuvre, elle, est en partie dénaturée. Le film s'appelle Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, sauf qu'ici Astérix et Obélix semblent avoir été mis de côté en faveur de tout ce que j'ai précédemment abordé. Mis de côté est un moindre mot, les deux héros ont été véritablement oubliés. Alors certes, Alain Chabat les met bien en scène, il y a bien des séquences qui leur sont entièrement dédiées, des gags auxquels ils prennent part. Cependant, les personnages n'ont les faveurs d'aucune vraie caractérisation. Souvent, ils apparaissent comme secondaires, un comble quand même pour un film qui leur est dédié, et surtout, certains ressorts comiques de leurs scènes proviennent directement de la bande dessinée. Alors, ça c'est bien, vous me diriez, sauf que là, Alain Chabat patine sévère pour donner à ses instants la même ferveur qu'il en donne à sacraliser l'équipe de Canal+. Excite les immuables références au nez de Cléopâtre, mais surtout lourdeur des gags directement puisés dans la BD, notamment celle sur le nez du Sphinx qui, entre deux sketchs de Jamel, semble passer totalement inaperçu alors qu'il s'agit tout de même d'un des instants clés d'Astérix et Cléopâtre. Alain Chabat donne le sentiment de maîtriser ses propres idées, qu'on les aime ou pas, mais perd par contre ses moyens devant son cahier des charges, car il y a bien deux poids, deux mesures, deux conceptions de l'humour qui ne peuvent entrer en corrélation, l'humour Canal+, et l'humour Goscinny. Le public visé n'est jamais le même, et l'on ressent bien que Chabat maîtrise mieux les rouages de l'un que de l'autre. Et les principales victimes de ce positionnement trop marqué, ce sont Astérix et Obélix. Le grand gagnant, lui, c'est Jamel Debbouze. Ce qui nous arrive à identifier le véritable gros problème d'Astérix Mission Cléopâtre, son scénario. Alain Chabat dresse un fil conducteur basé sur la bande dessinée et construit son film de la façon suivante. Gag, scène transitoire, gag, scène transitoire, gag, scène transitoire, etc. jusqu'au générique de fin. Du fait d'un casting immense, il donne à chaque élément sa scène comique. Résultat, Astérix Mission Cléopâtre ne se regarde presque plus pour l'histoire qu'il propose. Savoir si Numéro bis parviendra à construire le temple de Cléopâtre n'est même plus un enjeu. Astérix Mission Cléopâtre est un spectacle humoristique cosmopolite basé sur l'univers d'Astérix de 2 heures où chaque élément peut montrer son savoir-faire. Posez-vous la question, qu'avez-vous aimé en voyant ce film? Ouais, Jamel, il est trop drôle. Ouais, j'ai bien aimé les passages avec Dieudonné. Clavier un peu en retrait, mais pas mal quand même. Ouais, Chantal Lobby, on me voit pas, ouais, ça m'a trop scié. Bon, et sinon, le scénario, t'as bien aimé l'histoire? Ouais, c'était drôle, bah ouais, c'était drôle. Ouais, mais en même temps, l'histoire, on la connaissait. Bon, ok, je caricature un peu, mais en toute franchise, on sait tous pourquoi la plupart du public a aimé Mission Cléopâtre. Seulement, scénaristiquement, l'œuvre est complètement à côté. Encore une fois à cause d'une maîtrise à 2 vitesses de son réalisateur. Avant que les trolls n'interprètent mal mes propos, qui pourtant semblent très clairs, je n'ai aucun réel a priori sur Astérix Mission Cléopâtre. Il s'agit peut-être d'une œuvre à 2 vitesses, avec un parti pris humoristique contestable, néanmoins reconnaissons à Alain Chabat la volonté de vouloir proposer une comédie grand spectacle dans l'air du temps. La dénaturation du support d'origine est partielle et finalement assez discutable car l'une des forces de la BD, la parodie de l'actualité, reprise ici peut-être inconsciemment, est respectée. Malgré tout, Mission Cléopâtre est probablement l'épisode le plus marquant de la saga cinématographique. C'est l'épisode le plus litigieux, porté en louange par les uns, détesté par les autres. Ses défauts sont incontestables, mais en même temps, son pouvoir humoristique, pour peu qu'on y soit sensible, l'est tout autant. Et puis il y a Monica Bellucci, et ça aussi, ça joue beaucoup. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre possèdent certains défauts incontestables, c'est vrai, mais il possède également certaines qualités véridiques et prouvées. Que l'on aime ou pas les travaux d'Alain Chabat, il n'est jamais évident pour un metteur en scène d'avoir à gérer autant d'artistes, de figurants, et également un budget aussi pharaonique si je puis dire. Ce film aurait pu devenir le Cléopâtre de Chabat, surtout qu'au fond, n'oublions pas qu'il ne s'agit que de son second long métrage. Eh bien, le metteur en scène s'en sort haut la main. Gestion des comédiens, des figurants, plus une mise en scène d'une facture plus que correcte, hormis des effets spéciaux un peu limites. Ceci dit, ça passe assez bien au regard de l'aspect cartoonesque général de l'œuvre. Ce Mission Cléopâtre est impressionnant et techniquement fondamentalement réussi. Ce n'est pas tous les jours qu'un blockbuster français est réalisé avec soin. Souvenez-vous des daubes qu'on s'est coltinés l'année dernière comme le dégueulasse Belphégor. En conclusion, c'est pas évident de tenter de démystifier une œuvre que tout le monde aime ici en France. Je m'attends à me faire lyncher la tronche, sans doute un peu gratuitement pour avoir osé ne serait-ce que remettre en question les qualités de ce second volet. J'entends beaucoup dire que le public a toujours raison et que s'il aime en masse une œuvre, c'est que celle-ci doit forcément être bonne. Évaluer la qualité d'une œuvre en fonction de son impact sur le public, c'est une des plus belles et grosses conneries jamais chiées depuis que le cinéma existe. Requiem for a Dream, 200 000 entrées. Scarface, 700 000 entrées. The Thing, 500 000 entrées. American History X, 600 000 entrées. Le total des entrées de ces 4 chefs-d'œuvre donne un résultat 7 fois moins important que le nombre d'entrées sur Astérix 2.
Bref, ce que je veux surtout vous faire comprendre, enfin surtout à ceux qui pensent qu'ils viennent de voir en cette vidéo une attaque à charge contre Mission Cléopâtre, c'est que l'humour est graduel. Il fluctue selon les perceptions. Mission Cléopâtre ne s'étend pas à tous les publics, il suit une ligne de conduite largement discutable. Il oublie par moments son statut d'adaptation, souvent le film d'Alain Chabat franchit la ligne de la dénaturation, faisant d'Astérix plus un prétexte, un moyen pour faire la promotion d'un certain type d'humour ou d'une chaîne de télévision. Astérix a été écarté de sa portée fédératrice, ce témoin du patrimoine français, pour devenir un instrument promotionnel, le symbole du prêt-à-consommer. Finalement, avec beaucoup de recul, on peut déjà discerner le futur désastre Astérix aux Jeux Olympiques qui lui fera d'Astérix une entité bling-bling où la surenchère visuelle n'a d'égal que le pognon et l'exaltation de celui-ci investi dans ce misérable projet. Sans Chabat aux commandes, Mission Cléopâtre aurait pu devenir Astérix au JO avant l'heure. L'échéance est retardée, le succès est présent, mais Astérix, ce mythique héros des années 60, incarnation de la belle France, celle qui ne se conforme pas, celle qui ouvre sa gueule, celle qui défend ses valeurs et sa culture, a pris une claque en pleine tronche. Car en voulant s'éloigner de l'influence des monstres hollywoodiens, le cinéma français a juste prouvé qu'il était capable de se conformer à son système en développant le même type de film. Astérix est mort, vive Astérix! Allez, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique, je vous dis bye bye, allez au cinéma, et à la prochaine! C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.